Homo Micro. Bienvenue à tous. Pour vous informer, j'ai autour de moi Antoine pour Plus Gai la Vie. On a eu chaud parce qu'on s'est dit, va-t-il arriver ou pas, mais il est là. Je suis là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Brahim, bonjour à tous. Il nous montre ses gros bras, le fait qu'il soit musclé, parce que maintenant on est filmé, donc on est aussi vu. Bienvenue, welcome. Et c'est ta première de la saison, Antoine. C'est ma première de la saison. Merci de me revoir à nouveau ici. Tu es toujours aussi beau et tu n'as pas changé. Comme peuvent bien le voir toutes les auditrices et auditeurs. Le thème de ta chronique ce soir, Antoine. Je vais parler des vestiaires, puisqu'on va parler un petit peu sport, si j'ai bien compris. Et ça fait fantasmer un certain nombre de personnes, et aussi Gwenaël pour l'Empire du Mal. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tu as déjà fait du sport dans ta vie? Tous les jours en fait. Ouais. Et le vestiaire, ça te fait fantasmer? Moi c'était plus des sports individuels, donc les vestiaires pas systématiquement. Mais bon? oui, on a toujours effectivement ce fantasme, effectivement de la douche, de la vapeur, de ce Ouais. corps nu, etc. Toutes ces photos qui ont pu être prises à droite à gauche, oui évidemment. Le thème de l'Empire du Mal ce soir? Écoute, ce soir ça sera peut-être la suite des vestiaires puisque c'est l'art de faire une excellente fellation. Ouais. Autour de moi, plein de gens ne savent pas justement, et on va beaucoup pas prendre, sauf malheureusement notre amie Isabelle qui nous en dira plus tout à l'heure. À tes côtés, nous avons un hétéro qui s'appelle Jérôme. Il faut quand même le dire au moins trois fois. Oui, Un hétéro, Ouais. mais qu'est-ce que Oui. c'est? Eh C'est oui. affreux. C'est affreux, non? Mais un hétéro moderne. Ah, un Dire hétéro voilà, c'est moderne. vive la liberté. Jérôme, ce soir, Bonjour à donc, toutes, bonjour à tous, bonjour Brahim. on a participé à une conférence de presse Exact. ce matin. Tout Ça à concernait donc les Gay Games, fait. Les Paris. Gay Games, et 2018. parce que là on est à quelques heures de du 300e jour Ouais. avant le début des Gay Games et avant que la fête commence. Et avec cette conférence, il y a vraiment des messages qui ont été passés Ouais. et ça a été très très fort. On en saura plus tout à l'heure en fin d'émission. Il participera aux Gay Games, bien sûr, parce que c'est un homme qui est sportif. Vous aurez bien sûr reconnu Nicolas. Oui, Bonsoir. évidemment, je ne sais pas encore dans quel sport, mais c'est... Si on pourrait imaginer, moi, le judo, la lutte, Mhm. les sports de combat un peu. Mais c'est bien La qu'on... pétanque. Oui, c'est bien qu'on soit filmé, oui, dès qu'il s'agit de boules, forcément, mais c'est bien qu'on soit filmé, du coup, les gens vont pouvoir se rendre compte de Ouais. l'inanité Non, mais là, de tes propositions. Bah, tu as un joli corps, tu es bien informé. Oui, tu pour te la présentes lutte, bien. j'ai peur de... Ah. Voilà, j'ai joué déjà deuxième ligne dans une équipe de rugby, à l'occasion de quelques matchs. Bon, voilà, les cervicales ont un peu pris, donc... Le plus de l'actu avec toi ce soir. Mais c'est- oui, ce soir, on retourne au combat, puisqu'on parle de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, sans exception. À toutes les femmes, sans exception. Alors, il y en a un qui va travailler ce soir sur ton terrain. Ça va être le coup de gueule de notre ami Cyril, parce qu'il va aussi parler de PMA. Mais qu'est-ce qui te prend? Oui, pour une fois que je ferai un sujet sérieux, il fallait que ça tombe en même temps que l'autre con, là. l'autre con, Pourquoi pas? voilà, donc c'est bon Ouais. quoi, merde. Mais alors, à la limite, c'est pour nous montrer aussi que tu étais en capacité de nous parler en dehors des films, tout ça. Donc, Absolument, mais Ouais. non, mais je suis très investi. Déjà, je suis président d'une association LGBT, il faut le rappeler, donc militant. Et voilà, c'est le militant qu'on va entendre ce soir, puisque c'est effectivement pour pousser un coup de gueule. Alors j'espère que ce sera complémentaire de l'intervention de notre ami Nicolas et pas trop répétitif. Oui. Pour la partie film et images, nous sommes donc avec Daniel qui nous filme pour YouTube. En fait, il est juste en face de nous. Donc souriez et soyez beaux. Celle qui réalise l'émission aussi bien sur Fréquence Paris Pluriel pour bonmicro.net et aussi pour notre podcast, c'est notre amie Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons rester 1h15 ensemble, tu te rends compte? C'est formidable. Avec un son de plus. Ouais, du coup j'ai 3 sons, on dirait presque que Ouais. c'est mon anniversaire. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et on démarre avec Nicolas, le plus de l'actu. Alors Nicolas, ce soir on parle ouverture de la PMA pour toutes les femmes sans exception. Pourquoi sans exception? Et tout à fait, Brahim, sans exception. Et tout réside là, sortir de l'exception dans laquelle d'aucuns tentent de nous enfermer, nous LGBTQI+. Bref, tous les renégats que nos sociétés viennent juste d'apprendre à tolérer et qui restent encore menacés dans de nombreux pays et territoires.
L'exception, c'est le fondement de la discrimination. L'exception est ce qui fuit la règle ou qui en est banni, c'est-à-dire la marge. Or, les combats que nous portons, qu'il s'agisse avant-hier de la dépénalisation de l'homosexualité, hier du Pacs et du mariage, et demain de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, ambitionnent d'aménager la règle commune, précisément pour qu'elle protège au lieu d'exclure celles et ceux qui en ont besoin. Alors Nicolas, justement, le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines son souhait d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Exactement, le gouvernement souhaite, mais un gouvernement n'est pas là pour souhaiter, un gouvernement est là pour agir. Comme pour le mariage, il s'agit avant tout d'un acte de volonté politique, et en l'espèce, le choix est booléen. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit on le fait, soit on ne le fait pas, mais il n'y a pas de souhait. Souhaiter une avancée sociale, lorsque l'on gouverne, revient finalement à s'en remettre à une puissance supra-étatique qui agirait et déciderait. Marlène Schiappa, l'indolente ministre des droits des femmes, qui semble d'ailleurs aussi s'occuper de nos cas, a donc annoncé il y a quelques semaines que le gouvernement envisageait d'ouvrir la PMA aux femmes célibataires et mariées à d'autres femmes courant 2018. Imprécision, effet d'annonce, elle a finalement implicitement admis son impuissance à agir. Pourtant, c'est bien d'action et d'action immédiate dont ont besoin les femmes qui veulent, pour des raisons qui sont les leurs, avoir accès à un parcours de PMA en France. Alors aujourd'hui, les femmes souhaitant bénéficier d'une PMA se rendent en Belgique et en Espagne, comme on le sait, voire même en Europe de l'Est, n'est-ce pas ? Mais oui, parce que derrière le verbiage politique et l'incapacité de nos gouvernements successifs, il existe une réalité humaine, sociale et médicale qui devrait pousser à l'insurrection. Comme pour l'avortement, les femmes qui souhaitent recourir à une PMA doivent se rendre à l'étranger, être suivies de façon officieuse par certains médecins alliés en France, avec les risques que ça peut représenter, à la fois pour les patientes et pour les praticiens, et se retrouvent souvent enfermés dans des procédures sans fin pour obtenir soit la reconnaissance, soit l'adoption de l'enfant de la conjointe, sans parler évidemment du coût conséquent que représente la réalisation d'une PMA à l'étranger, entre 800 et 8 000 euros. À l'inégalité législative s'ajoute donc, comme souvent, une inégalité sociale discriminant les femmes qui peuvent se permettre quelques allers-retours à Bruxelles ou Madrid de celles qui ne pourront jamais s'offrir un tel luxe. Délaissant cette réalité pourtant exécrable, Marlène Schiappa s'est contentée d'être l'observatrice d'un fait de société sans jamais chercher à lui imposer sa volonté de ministre. Elle s'est finalement contentée de temporiser. Car si la PMA est avant tout une question politique, c'est qu'elle n'est plus tout à fait une question ni médicale ni d'éthique depuis longtemps. D'un point de vue technique, si le succès de la grossesse n'est jamais assuré, les dispositifs de PMA, de l'insémination artificielle à la fécondation in vitro, sont de mieux en mieux maîtrisés. Et d'un point de vue éthique, la question se pose encore moins depuis quelques semaines, puisque la dernière barrière, celle du Conseil consultatif national d'éthique, mandaté par François Hollande en son temps pour se prononcer sur ce sujet, eh bien ce Conseil consultatif national d'éthique a considéré dans un avis du printemps dernier que les conditions d'accès à la PMA pouvaient être étendues. Alors, l'avis n'est pas aussi favorable que ce qu'on pourrait attendre, mais en tout cas, il fait acte, et donc il faut ajouter à cela que l'argument qui consiste à voir dans la PMA une réponse à l'infertilité médicale tombe également, puisque depuis des années, des couples hétérosexuels ont aujourd'hui recours à la PMA alors que les deux membres sont fertiles, mais incompatibles entre eux. Il serait évidemment malvenu, comme certains de nos opposants le préconisent pour nous, de leur proposer de coucher avec quelqu'un d'autre pour avoir des enfants. Dans tous les cas, de nombreux réactionnaires s'arc-boutent sur de prétendues valeurs au nom d'une éthique strictement religieuse. Notez bien d'ailleurs le paradoxe qui veut que d'un côté, ces personnes soient opposées à l'avortement et, au nom de la même idéologie, opposées à la PMA. Notez également le paradoxe qui veut que la plupart de ces gens vénèrent un gars qui est né par PMA. Rappelons quand même que Jésus a eu un père qui n'était pas le sien, Oui. et qu'il est arrivé là par une espèce d'insémination artificielle par un oiseau en plus. Rendez-vous compte, la perversion. Alors justement, qui sont les opposants à la PMA pour toutes ? On a l'impression que le sujet fait moins consensus que le mariage pour tous, y compris chez ceux qui se définissent comme progressistes. Alors il y a évidemment l'inénarrable Manif pour tous, fer de lance de la mobilisation contre les droits LGBT depuis 2012. Je pense que Cyril va nous en dire 2 mots dans quelques instants. Et comment, oui. Voilà. Et donc, alors qu'en 2012, la majorité qui était au pouvoir était unie derrière l'ouverture du mariage à tous les couples, il y avait 2-3 parlementaires qui faisaient du bruit, mais globalement, il y avait une certaine unité. Avec la PMA, c'est plus difficile. Si je critique aisément l'inutilité pour nos combats des déclarations récentes de Marlène Schiappa, elles sont, à contrario, d'une grande aide pour nos adversaires, sinon nos ennemis. Elles sonnent l'appel à se rendre sur le champ de bataille et précisent même les conditions et le moment.
Aurait-on imaginé, ne serait-ce qu'un instant, l'état-major allié révéler aux Allemands la date et le lieu de l'opération Overlord, qui vit débarquer plusieurs milliers de soldats sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Marlène Schiappa est donc un genre d'agent double, mais elle n'est pas la seule à être éligible à mes critiques et griefs. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a rapidement tempéré l'enthousiasme relatif de sa collègue en indiquant que l'ouverture de la PMA était loin d'être une priorité. Marlène Schiappa a donc dû abonder dans le sens de son collègue, puisqu'elle a peu après indiqué dans un second temps que le début d'une concertation réflexive induite au sein d'un comité restreint de tirage de nouilles dans le cadre des états généraux de révision des lois bioéthiques, bref, du blabla en lieu et place de la véritable action. En clair, bye bye PMA, voilà, n'espérez pas trop, il n'y a rien à sauver. Le président lui-même, tétanisé par sa perte de popularité, pourrait prochainement annoncer le rétropédalage en expliquant que l'actualité du moment ne permet pas de parler sereinement des 33 millions d'utérus qui peuplent notre pays. Il laissera alors le champ libre aux homophobes, le champ libre à la France soi-disant humiliée. Aïe. Alors, et le plus de l'actu, ce soir. Il va falloir t'y faire. Ouais. En 2014, je préparais un rendez-vous avec une ministre sensible à nos questions et en échangeant avec l'un de ses proches conseillers, celui-ci avait répondu à mon insistance à agir par la phrase suivante : « On ne peut rien faire, l'opposition n'est pas d'accord. » Pourtant, une réforme de société n'a pas besoin d'unanimité pour être acceptée, pour être défendue, mais de volonté. Je vais conclure en citant un des slogans que nous scandions pendant les manifs pro-mariage il y a quelques années. Une loi, zéro blabla, PMA. Ouais. Bravo, merci Nicolas. Le gouvernement est en train de reculer, mais on va te laisser tout à l'heure la parole parce que tu auras de quoi dire, Cyril, et je préfère que tu gardes ton énergie pour ta chronique. Un mot, Antoine, avec moi j'attends la réaction de Cyril parce que moi je suis tellement scandalisé, j'ai même pas de mots, et moi qui suis d'ordinaire relativement rationnel comme Nicolas a essayé de l'être là, je pense que je vais plutôt être du côté de Cyril parce que ça me... Voilà, j'ai pas de mots. Mais c'est bien parce qu'il faut rester sur ça. Moi c'est pareil, c'est pour ça que je voulais intervenir parce que là je crois qu'il y a vraiment un truc hyper violent. Isabelle. Oui, un commentaire. Moi, j'ai très peur que tout ça, en plus, rouvre encore les vannes à des propos pas possibles, quoi. Enfin, j'ai déjà vu Ludovine Machin dans C'est à vous. On lui met aucune opposition en face. On la laisse déverser tous ses inepties, etc. Et ça va encore être comme pendant le mariage pour tous. À chaque fois qu'on allume la radio, on se fait traiter de citoyennes de seconde zone, quand même, qu'elles ne sont pas capables d'être mères. Voilà, c'est très, très violent à chaque fois, effectivement. Et c'est exactement de ça dont je vais parler dans quelques instants. Ouais. Merci Nicolas, tout de suite. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. L'émission qui se prend homo en partenariat avec Garçon Magazine et aussi Pink TV. Je suis ce soir avec Nicolas que vous venez d'entendre, Cyril qui interviendra tout à l'heure, Antoine également, Jérôme en fin d'émission. L'émission est réalisée par Isabelle, filmée par notre ami Daniel. Alors, en ce qui me concerne, j'ai consulté vos compagnons, tous autant que vous êtes, aussi bien Cyril, Antoine, Nicolas. Non, parce qu'il était... Moi, j'en ai plusieurs. Voilà. Et tous, ils m'ont dit qu'il y avait un truc que vous faisiez très, très mal. Oh non! Mais vraiment très, très mal. Alors, je me suis dit, tiens, il va falloir que je consulte... Moi, c'est vrai. Il va falloir que je consulte Gwenaël qui va vous initier et il va vous expliquer comment faire une excellente fellation. Oui, voilà, c'est le sujet du soir, effectivement, qui m'a été demandé par de nombreuses personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ici dans le studio. Donc, comment faire une excellente fellation. C'est tout un art, en fait. Mais heureusement, ça s'apprend facilement. Donc, allez-y, sortez un papier, un stylo, prenez des notes, c'est parti. C'est ce que je fais. La chronique, vous pouvez toujours la retrouver en ligne, je vous indiquerai où à la fin de l'émission. Donc, dans une pipe, tout est dans la douceur et dans le fait de savoir faire monter la pression. On va voir cela ensemble et on va vous aider à devenir un expert. Votre homme ne pourra plus se passer de votre bouche, de vos doigts magiques, et vous réclamera une pipe. On va commencer par parler d'accessoires, par exemple. Oui. Alors, est-ce qu'il faut des accessoires ? Oui. Ouais. Alors, pour ce qui est des accessoires, c'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez, si vous voulez, lui bander les yeux pour accroître les sensations, voire même lui menotter les mains pour l'empêcher de se caresser. Ça va le frustrer, en fait, et ça va le rendre encore plus réceptif à vos caresses. À ce propos, pour accroître la sensibilité de votre partenaire, il vaut mieux que ses poils soient taillés courts. Pourquoi court en fait ? Parce qu'on peut ainsi atteindre plus facilement les zones érogènes et prodiguer plus de plaisir à son partenaire. Donc un rasoir intime avec un sabot de 6 ou 9 mm,
C'est très précis, attention. Hein. Ça vous aidera à débroussailler tout ça. Un petit coup de taille. Et hop, on est parti. Voilà. Enfin, vous pouvez également prévoir des glaçons, du champagne, voire un peu de nourriture pour ceux qui aiment bien s'amuser avec ça. On va y venir un petit peu en cours de chronique. Et alors, comment d'éviter une excellente fellation dans ce cas? Fellation. Alors, mon premier conseil, Brahim, c'est de ne jamais, jamais le sucer directement. Oui, ça m'arrive rarement. Effectivement. Je passe toujours par autre chose. Voilà. Le second conseil, c'est de commencer par jouer justement avec les poils de ses bourses. Donc, on est juste à côté, mais on n'est pas dessus. Donc, jouez justement avec ses bourses, faites courir le bout de vos doigts dessous, délicatement. Exercez de faibles pressions, allez et venez d'un bout à l'autre. Et pour augmenter son trouble, vous pouvez l'embrasser délicatement, toujours en même temps. Il faut toujours commencer dans la douceur, vraiment. C'est tout de suite, non. On n'y va pas fort, on y va d'abord délicatement. On fait monter tranquillement, comme une bonne mayonnaise. La même chose, pareil. Donc, vous pouvez l'embrasser sur la bouche, les seins. Gardez les lèvres molles contre les siennes. Humidifiez-les bien pour qu'elles glissent mieux. Glissez la pointe de votre langue sous ses lèvres. Faites-la voyager de gauche à droite. Mais ne dépassez pas la barrière de ses dents. Pas encore. On y va doucement. Donc, il devrait déjà commencer à grogner un peu de plaisir. Et si son sexe n'est pas déjà fièrement dressé, on ne devrait pas en être loin. Descendez alors en direction de ses seins pendant que vous continuez à flatter doucement ses bourses et empêchez-le de se masturber ou de se caresser. C'est votre fellation, c'est vous qui menez la danse. La frustration engendrée, se sentir souvent en érection sans pouvoir se caresser ou se masturber, va l'exciter encore plus. On est un peu sur du BDSM soft, hein, on est bien d'accord. Passez par ses oreilles, descendez vers son cou, ses épaules. Des baisers avec la langue, à gauche et à droite. Mordillez le lobe de l'oreille, fourrez doucement votre langue dans son conduit auditif, vraiment doucement, hein, parce que la pression de l'air peut faire mal, et c'est pas forcément une zone que tout le monde va apprécier. Ça va vraiment dépendre des personnes, mais si elle est vraiment réceptive, là, c'est top. Du coup, ça marche avec un Audica ou pas? Ah, écoute, pas encore essayé, mais tu me diras. Vous voilà en tout cas sur ses seins, vous pouvez vous y attarder. Léchez le bout des tétons, du bout de la langue, tout en expirant de l'air chaud. Vous verrez ses mamelons se dresser, à l'image de son sexe. Mordillez-les doucement. S'il aime cela, augmentez la pression. Servez-vous de votre main restante pour attraper le second sein et caressez-le avec votre paume, l'intérieur de la paume de la main. Puis, inversez et faites-lui subir le même traitement excitant sur l'autre mamelon. Il aime vraiment cela? Pensez alors à investir dans des petites pinces à seins en métal avec un embout en plastique pour protéger les tétons. Et là, effectivement, vous pourrez garder les mains libres et continuer à caresser ailleurs. Impossible qu'il ne mente pas à ce moment-là, Brahim. Impossible. Oui. Ça doit même bouillonner. Je gage là, il y a notre ami Jérôme qui se dit mais merde, je suis en train de passer à côté de quelque chose de formidable. Mais non. Je te dirais quelque chose. je gage même en tout cas que votre partenaire a déjà commencé à vous toucher les fesses, à moins qu'il ne soit allongé, vaincu par les caresses et se laissant faire tout en émettant des cris ou des grognements de plaisir. Ou bien menotté au lit avec de vraies menottes en acier. Impossible de faire quoi que ce soit. Tant mieux, il est en votre pouvoir. Dans les deux cas, il est à vous. Continuez à faire monter la pression. Le meilleur est à venir. Vous n'avez pas encore fait de fellation. On n'a pas encore commencé finalement. Et alors, il faut descendre jusqu'où? Alors là, en fait, je vais faire descendre jusqu'aux bourses en l'occurrence là. Ouais. Donc je vous propose de descendre jusqu'aux bourses. On va descendre tranquillement, en passant par le ventre bien sûr. Une zone qui est parfois un petit peu érogène. S'il frémit, vous pouvez vous y attarder. Pas trop, par contre, c'est une zone qui est chatouilleuse aussi. Donc voilà. Mais ça permet également de varier un petit peu. C'est-à-dire qu'il était très excité. En le chatouillant, ça va faire descendre un peu la pression. Et on va pouvoir la faire remonter après. Vous voilà maintenant face à son menhir, fièrement dressé sur la lande. Contournez-le et allez plutôt lécher son dolmen, ses bourses en fait, délicatement avec le plat de la langue, comme vous le faisiez avec vos doigts. Ne touchez pas à son sexe et empêchez-le toujours de se toucher. Un brin sadique, mais c'est pour son bien, et c'est pour le vôtre, hein, bien sûr. Hein, Cyril Léchez ses bourses, suivez les veines et les fructuosités, excusez-moi, que votre langue y détecte. Ce sont souvent en fait là que sont les zones les plus sensibles. Observez bien ses réactions et revenez sur les endroits où il réagit le plus. Alternez les lieux peu sensibles avec les zones très érogènes. Il devrait commencer à mouiller, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit peu de liquide séminal sécrété par le gland, sortir par l'urètre. C'est le bon moment pour commencer la fellation. Ça y est, on y est. On suppose ici, bien sûr, que c'est votre mec, une petite parenthèse. Sinon, n'hésitez pas à lui mettre une capote aromatisée. Il y a suffisamment d'IST, notamment les papillomavirus qui donnent le cancer de la gorge, autant s'en préserver. Donc, face à son sexe, faites-le languir quelques secondes pour le calmer temporairement. Tenez fermement son sexe par la base, tirez la langue pour lécher l'urètre. Vraiment, l'urètre, c'est le petit trou par lequel sort le sperme. Et c'est extrêmement sensible. Donc, commencez juste par là, très délicatement. Humidifiez le pouce de la main qui sert son sexe et utilisez-le pour caresser doucement son frein. Le frein, c'est le petit morceau de peau qui relie le sommet du gland au reste de la verge. Lapez bien son urètre pendant que vous stimulez son frein du pouce. Vous devriez le voir se tortiller de plaisir, son corps peut-être même se arquer un petit peu, et vous demandez d'arrêter ou de ne pas y aller aussi fort.
Inspirez par le nez, expirez par la bouche en dirigeant l'air chaud sur son sexe pour éviter qu'il ne prenne froid. Cela fait monter encore plus la température. Tenez la position une bonne minute. C'est très excitant, mais c'est pas assez excitant pour lui pour qu'il puisse éjaculer. Donc du coup, il est frustré et il va attendre la suite. Et la suite, c'est quoi, Brahim ? C'est une fellation idéale pour goûter son gland, non? Exactement, Brahim, c'est exactement ça. La suite, ça sera donc le bout de vos lèvres qui vont s'emparer de son gland et le sucer lentement. Là, normalement, il devrait y avoir 1 ou 2 cris de sa part, genre enfin, tellement il a attendu. Ne laissez pas son sexe passer la barrière de vos dents pour le moment. Prenez juste du bout des lèvres. Et vos mains, elles peuvent retourner caresser ses seins, ses bourses, vous servir d'appui. C'est vous qui voyez, selon effectivement, selon vos envies et selon son ressenti à lui. Et selon tes capacités physiques aussi. Ah bien sûr, mais en fait, Quand, ça dépend de ta position. Ah Est-ce oui, que tu es à oui. 4 pattes? Est-ce que tu es debout? Est-ce que vous êtes assis? Moi, c'est Tout toujours dépend. un problème, la position. Mais tu peux quand même pallier à ça oui. en changeant la position de ton partenaire. Là, par contre, si je me mets à parler de ça, on en a encore pour un quart d'heure. Je suis désolé. On a le temps, je crois, on a une grande Je suis émission. désolé. En tout cas, sachez que vous pouvez également masser son périnée ou humidifier un doigt pour l'enfoncer de quelques centimètres dans son anus. Attention, pas plus de quelques centimètres, parce que ça peut provoquer en fait une débandade ou une baisse d'excitation. Pourquoi ? Parce que vous stimulez 2 zones érogènes opposées en même temps. Donc, sucez son gland avec vos lèvres, passez votre langue dessus, puis léchez son frein. Pressez son gland entre vos lèvres, exercez une légère pression pendant que votre langue lèche son frein délicatement. C'est ce contraste en fait doux, puissant, qui va l'exciter. Petite parenthèse, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Donc n'essayez pas forcément de tout faire tout de suite ou du premier coup. Vous pouvez essayer une première technique une première fois, y revenir plus tard, voir une deuxième technique une seconde fois. Enfin voilà, allez-y tranquillement, prenez votre temps. On va descendre un peu plus bas, Brahim. Oui, et pour faire quoi? Une gorge profonde. Une gorge profonde, oui. Ah. Ouais, on y est enfin, effectivement. Il est maintenant temps de descendre plus bas et de prendre ce sexe en fait entièrement dans votre bouche. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté ma chronique sur la gorge profonde il y a de ça 2 semaines. Je vous donnais tout un tas de trucs et astuces. Si ce n'est pas le cas, réécoutez-la. Et parce que c'est exactement ce qu'il vous faut pour le surprendre à ce moment-là. Donc, un va-et-vient, juste un va-et-vient rapide en gorge profonde sur ses bourses, jusqu'à ses bourses en fait. Il va être estomaqué par la décharge de plaisir que cela va susciter. Et surtout, si l'attente a été longue, la décharge est encore plus puissante, vraiment. Attention toutefois à ne pas le faire languir trop longtemps, parce que passé un certain délai, c'est différent chez chaque personne, mais l'excitation en fait va avoir tendance à disparaître parce qu'on a surstimulé les zones érogènes. Donc, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Bon, si vous connaissez votre partenaire, vous savez à peu près à quel moment c'est. Si c'est un inconnu, va falloir doser, tout simplement. Son sexe a passé vos lèvres. Sucez-le jusqu'à mi-verge, on va dire. Changez de position et sucez-le maintenant de côté. Vous pouvez par exemple utiliser votre langue, l'enrouler autour de son sexe, un petit peu comme ce serait, je sais pas, mettons que ce soit un loukoum, vous l'enroulez tout simplement autour, et faites des va-et-vient de la racine au gland. Ça va l'exciter encore plus. Et vous pouvez continuer à caresser ses bourses. Une bonne méthode pour le sucer, Brahim ? Oui. La gorge profonde. Laquelle, oui. La gorge profonde. La tienne. Ou la mienne. En tout cas, la vôtre. Quoi On qu'il arrive. va dire la mienne. Voilà. Donc, Brahim, il faut que tu descendes en aspirant son sexe et en inspirant par le nez. Ça va donc faire vraiment une sensation de succion pour lui, c'est assez irrésistible. Ensuite, tu laisses sa verge dans ta bouche quelques secondes, tu la lèches bien, sachant que tu as sorti la langue quand tu es descendu, et tu remontes en gardant son sexe serré entre tes lèvres et en expirant de l'air chaud par la bouche. Pareil, c'est un petit peu technique, ça s'apprend, on peut forcément le faire du premier coup, mais essayez, ça vient assez rapidement. Et changez enfin le rythme selon le ressenti de votre partenaire. Qu'est-ce qui l'excite le plus ? Pour savoir s'il est excité, plusieurs indices, autres que ces mots que c'est écrit, parce que ça, parfois, on peut filouter, évidemment. Mais physiquement, il y a des choses qui ne trompent pas. D'abord, le sexe de votre partenaire va être très tendu. Vous devez sentir un petit peu, comme les veines qui palpitent en fait, autour de votre bouche. Ça va se sentir. Vous devez également sentir des vibrations qui vont parcourir son sexe. Donc son sexe va se tendre, se détendre, principalement au niveau de la base de la verge. Ça va faire un petit peu comme un mouvement de va-et-vient, comme ça. C'est pas du radiophonique ce que je viens de faire, mais un mouvement de va-et-vient, vous imaginez. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à le faire éjaculer, soit en le masturbant avec les lèvres, soit avec les mains, soit les deux. Vous pouvez aussi, si cela vous excite tous les deux, lui permettre de faire l'amour à votre bouche. Il y a des gens qui adorent ça, du sexe vraiment hard. Voilà. Et pour corser le tout, Brahim, on peut corser encore un petit peu si on veut. N'oubliez pas que vous pouvez jouer avec de la nourriture. On y vient justement. Tout à l'heure, on parlait champagne. Donc justement, on peut utiliser des éléments extérieurs. Donc une fellation avec du champagne glacé, pour le côté justement chaud-froid, un véritable impact. Les bulles et la légère ivresse que va provoquer l'alcool. Vous pouvez également utiliser des glaçons pour une pipe frappée entre la chaleur de la langue et le froid de la glace. Donc, c'est-à-dire que vous alternez entre la débandade et l'excitation. C'est pas mal. Ça vous rappellera peut-être Madonna dans un film. Et enfin, vous pouvez également jouer avec la nourriture. Par exemple, si vous adorez le chocolat chaud, vous pouvez parfaitement couvrir son sexe de chocolat légèrement tiède. Attention, pas le brûler, c'est sensible. Et le lécher pour une fellation ultra gourmande.
Et là, pour le coup, ça joue vraiment sur les papilles et sur votre attrait pour la nourriture. Et vous allez être encore plus gourmand que d'habitude dans le suçant. Et il va s'en rendre compte. Donc là, c'est vraiment ultime. Dernière option, ce n'était que des préliminaires. Il est temps de passer au plat de résistance et de laisser l'actif vous faire l'amour. Amusez-vous bien. Ouais. Et si vous avez des questions, des remarques pour améliorer cette chronique, que vous voulez partager vos petits secrets pour avoir une fellation parfaite, eh bien écoutez, je vous écoute. Rappelle-nous l'adresse de ton site internet. Alors c'est sexshopgay.com. Ouais. Voilà. Tu es branché par le chocolat, toi, Cyril? Non, justement, je pense que le chocolat, j'adore le chocolat, mais avec l'odeur de la chair, etc., c'est pas forcément... Moi, ça me branche pas du tout. Non, parce ça que dépend des gens, en fait. Comme on disait, ce qui compte, c'est pas forcément la taille, c'est le goût. Et c'est vrai que, un sexe qui est trop aseptisé, c'est pas génial. Alors, quand c'est trop odorant, c'est pas bien non plus. Donc, c'est un juste milieu. Mais mélanger ça avec du chocolat, je suis vraiment pas fan. T'es pas Nicolas, fan. tu es plutôt champagne? Alors, non, mais en fait, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre. Simplement, ça me rappelle les modes d'emploi d'origami. Vous savez, on commence toujours, on va jusqu'à l'étape 2, c'est-à-dire que la feuille est pliée en 4, et après, en fait, on est complètement paumé. C'est vrai. Donc, non, mais en fait, il y a une complexité dans la description qui est assez effrayante. Ouais, ça t'a fait peur, en fait. Antoine? Ouais, je crois qu'on ne peut que mal faire après avoir écouté ça. Tu peux la relire, en fait. Non, tu peux pas mal faire, Antoine. Si, d'ailleurs, je crois pas que je fasse très bien. Mais surtout, peut-être j'aurais besoin d'ailleurs de ce cours-là, mais en fait, je suis pas tout à fait d'accord, moi. J'ai plutôt tendance à dire qu'on est toujours deux ou plus et que on fait au feeling et en fonction de ce que l'autre. Il faut être juste attentif et voilà. Mais bon, voilà. D'accord. Alors ça, c'est trop facile. Je peux dernière petite anecdote ou pas? Parce que moi, j'ai très très mal vécu en fait le fait qu'un partenaire dans ma vie, il a dit qu'un de mes potes suçait mieux que moi. Et ça m'a beaucoup énervé. Et donc voilà, le feeling et tout ça. Non, moi je suis convaincu qu'il y a des techniques et je remercie Gwenaël parce que là, j'ai pris des notes avec beaucoup d'attention. Et voilà, moi ça m'embête de ne pas être le meilleur dans tous les domaines. Ouais. Jérôme, est-ce que les femmes s'y prennent aussi bien? Alors, oui, ça dépend qui. Après, On va voir si t'es un hétéro ouvert, tiens. Je t'avouerais que j'ai des copines qui font très bien les cunnilingus. Oui. Il y en a certaines même qui disent que les femmes font mieux les cunnilingus que les hommes. Après, c'est vrai que il y a une histoire de technique. Faut savoir le faire, quoi. Faut savoir le prendre. Tu as appris pas mal de choses là ce soir. C'est vrai que j'avais jamais vu, parce qu'une femme peut le faire aussi, c'est ça qui est bien. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un bon mode d'emploi. Ouais. C'est vrai que, il faut savoir, comment dirais-je, accrocher jusqu'à la cerise sur le gâteau, comme on dit. Nicolas. Non, par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la chronique de Gwenaël, c'est que la fellation est présentée aussi comme un acte sexuel à part entière. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, c'est un peu ce que tu disais à la fin, c'était les préliminaires et tout, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un préliminaire. Or, voilà, pas du tout. Ça peut être un acte sexuel à part entière. Et donc, du coup, comme c'est pas les préliminaires, il faut faire tout ce dont tu as parlé avant. Donc ça, c'était bien de remettre un peu ça dans le... Comme je crois, si je ne m'abuse, Bill Clinton l'avait bien compris. Oui. Très juste. Un premier rapprochement américano-cubain. Gwenaël, la prochaine chronique, ce serait donc plutôt un thème consacré aux femmes. Tu en as l'expérience? Oui, énormément. Aussi. Énormément. Ouais. En fait, il faut effectivement que je fasse quelques-unes consacrées aux femmes, ne serait-ce que par souci d'équité, ne serait-ce que pour ça. Je t'ai senti un peu mal à l'aise. C'est vrai que c'est pas sympa peut-être de notre part de parler de tout ça, Isabelle, en face de toi. Non? Écoute, oui, puis après, t'es pas forcément au courant de l'étendue de toute ma sexualité non plus, donc ça peut m'intéresser. Tiens, oui. Et tu veux pas nous faire une chronique sur le cunnilingus Ah oui? Non. J'ai posé la question. Effectivement, tu pourrais en faire une, Isabelle. Dans l'absolu, je pourrais. J'ai peut-être effectivement les connaissances pour le faire, mais avec un vocodeur et complètement anonymisé, c'est vous. Si tu connais une copine, elle a les micros ouverts, elle pourrait venir en présenter une éventuellement. Oui, moi je demande que ça, qu'il y ait des filles qui viennent parler de tout et de ça aussi, mais ce sera pas moi en l'occurrence. Merci, Gwenaël. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Après cette chronique, un coup de gueule, le coup de gueule d'Homo Micro avec Cyril qui va nous faire savoir que c'est le retour de la manif pour tous, pour parler PMA.
Te trompe pas de note, hein, Cyril. Il y a celle de. Oui. Oui, merci de cette attention particulière. Non, en plus, là, il va falloir redevenir sérieux, c'est pas évident après tout ça. Mais non, mais on va revenir sur le sujet, désolé pour le côté un peu redondant, sur la PMA. Oui, qu'est-ce que je voulais dire 1, 2, 3, on reprend. Voilà, je vais essayer de compléter un petit peu ce que dit Nicolas. Ce qui est déjà formidable, c'est qu'il a très bien contextualisé ce qui est en train de se passer. Et ce qui me fait très plaisir aussi, c'est que, par exemple, Antoine, oui, pardon, j'ai eu une absence. C'est difficile. Hein, oui, non, ce soir, c'est un peu laborieux. Mais il est complètement perturbé, quoi. Oui, Ça, je suis tout très ça, perturbé. Je suis désolé, Cyril. Pour la prochaine fois, promis, on parlera de comment faire des crêpes. Voilà. Non, mais Antoine a réagi aussi et il a dit qu'il était excédé. Et j'espère que les gens sont comme moi et qui sont excédés en ce moment. Et pas seulement les lesbiennes. Parce qu'évidemment, ça concerne d'abord les lesbiennes. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus grave, à mon avis, dans tout ce qui est en train de se passer, c'est le retour de la manif pour tous et surtout la complicité avec laquelle les médias se repèsent de ce nouveau feuilleton, scandale, enfin comme on voudra, et évidemment l'absence de contradiction autour de ce discours contre finalement la PMA. Voilà, on a bien vu que c'était le nouvel épouvantail que brandissent les détracteurs d'Emmanuel Macron et n'importe quel homme politique qui a subi un gros revers aux dernières élections, donc c'est à dire à peu près tous quand même. Et on doit rappeler quand même que la PMA, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, et que donc le fait de voter la loi, c'est pas vraiment une surprise, à moins que Nicolas ait d'autres précisions. Si tant est qu'elle soit votée un jour, Oui. c'est quand même pas vraiment, c'est plus vraiment à l'ordre du jour maintenant. Hein. Voilà, Donc, c'est ce que j'allais dire. On a vu un rétropédalage de la part du gouvernement et des députés En Marche. Sans doute les réticences du papy brossard du gouvernement, Gérard Collomb, qui est ministre de l'Intérieur, auront-elles convaincu la majorité que le sujet n'était pas une priorité ? Il faut dire que le septuagénaire est un peu l'un des seuls personnages politiques expérimentés actuellement au pouvoir et qu'il est relativement écouté et suivi. Évidemment, on s'attendait à ce qu'un Laurent Wauquiez instrumentalise la question de la PMA pour fédérer son électorat réactionnaire. C'était en revanche moins prévisible qu'un tapis rouge soit dressé dans toutes les rédactions pour accueillir en fanfare le retour de la manif pour tous. Ou plutôt si, c'était quand même relativement prévisible, mais quand même pas à ce point. Alors ça y est, c'est House of Cards de La Rochère saison 2, c'est reparti, avec son lot de fake news, d'approximations, de célébration du patriarcat et d'homophobie larvée, le tout largement colporté par des médias trop heureux d'avoir un nouveau feuilleton à couvrir. Sauf que là, moi, voilà, vraiment, c'en est trop. Donc je ne suis pas lesbienne, comme chacun peut le constater, et je ne souhaite pas d'ailleurs à titre personnel avoir d'enfants, ni même me marier. Mais en revanche, je suis pour l'égalité des droits dans le pays qui est le nôtre, et je ne suis pas prêt à subir une nouvelle fois les prêchis-prêchats d'un groupuscule aux idéologies douteuses, responsables de la hausse des actes homophobes dans notre pays. Que les membres du gouvernement reculent aussi rapidement, je trouve ça vraiment honteux. Mais ce qui est grave, c'est qu'on entend dans les médias que le son de cloche des opposants à la PMA, et jamais des partisans. Combien de lesbiennes est-ce qu'on a entendu ou vu dans les débats face aux représentants de la Manif pour tous ? Aucune. Quelle personnalité militante LGBT a émergé en 2012-2013 dans les débats autour du mariage face aux Frigide Barjot, Christine Boutin, Ludivine de la Rochère ? Aucune non plus. Et ça, c'est aussi notre responsabilité. Quand va-t-on enfin entendre les responsables associatifs s'exprimer ou mener des actions coup de poing pour enrayer ce disque des conservateurs qui déversent ces propos à longueur de journée ? Est-ce qu'on va vraiment devoir encore subir un 2013 bis ? Est-ce qu'on va encore devoir entendre dicter par ces émissaires religieux ce que les femmes doivent faire de leur utérus en 2017 ? Voilà, en 2013, on pouvait imaginer que les journalistes ne maîtrisaient pas forcément le sujet du mariage pour tous, et ils n'imaginaient pas les conséquences du traitement désastreux de ce sujet qui libérerait la parole et les actes homophobes. Mais là, ils n'ont plus cette excuse. Alors déjà, la première chose qu'il faudrait faire, c'est de donner la parole aux personnes concernées. Oui. Puisque aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, les premiers invités sont la Manif pour tous, avec en face le gouvernement, comme si les membres du gouvernement étaient des représentants LGBT.
C'est par exemple le cas dans l'Hebdo sur France 5, en invitant Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, face à Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Même constat pour les émissions 28 minutes sur Arte, Le Qui-Vive sur Europe 1, qui, pour parler de PMA, convie des opposants, mais pas de lesbiennes pour les contrer. Ne pas inviter de lesbiennes sur un plateau lorsqu'on discute de PMA, c'est déjà manifester un choix politique. Et je ne parle pas forcément que des représentantes associatives, il faut aussi inviter des gens qui ont vécu la chose pour porter un point de vue fort et étayé. Alors, je ne prétends pas être un spécialiste de la PMA ou de la GPA, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a vraiment, vraiment pas envie de revivre ce débat sous aucun prétexte. Moi, j'en ai assez qu'on serve la soupe aux homophobes, qu'on instrumentalise ces combats LGBT pour mettre en avant en fait une minorité à la droite de la droite et fédérer les rangs dépeuplés des républicains, qu'on utilise nos luttes finalement comme des épouvantails. Il faut voir comment Laurent Wauquiez est capable de se ridiculiser en mélangeant GPA et PMA sur Twitter, en oubliant au passage que la PMA existe depuis 30 ans, mais qu'elle est réservée aux couples stériles hétérosexuels. Pourtant, on entend la petite chanson de la morale scientifique, ajoutant encore de la confusion à la confusion. Alors à l'heure où le film 120 battements par minute semble avoir réveillé certaines consciences, moi j'en appelle à un sursaut de la part de tous les gays, lesbiennes, bi, trans de ce pays. Il faut barrer la route à l'ignorance, au mépris et aux injustices dont ce débat se nourrit. Comment faire pour barrer la route, Nicolas? Donc il faut carrément aller dans la rue. Comment? J'ai pas de, à titre personnel, j'ai pas de solution toute prête. On s'est déjà suffisamment cassé les dents en 2013 pour essayer d'endiguer la montée. Je crois que c'est une question de conscience. Mais pour revenir sur ce que disait Cyril, et notamment sur le cas de Gérard Collomb, il faut savoir qu'en 2013, il posait fanfaronnant, bière à la main, avec une famille affublée des sweatshirts de la Manif pour tous. Je veux pas remuer de vieux souvenirs, mais il faut quand même pas oublier que Emmanuel Macron, pendant la campagne, a accueilli à bras ouverts Geneviève de Fontenay, qui, quelques semaines auparavant, était sur l'estrade de la Manif pour tous. On a une association comme Le Refuge qui reçoit la porte-parole de François Fillon dans ses locaux en expliquant que c'est formidable, etc. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Cyril. On a une responsabilité en tant que LGBT aussi de ne pas prêter le flanc et de ne pas faciliter le travail de nos adversaires. Donc, voilà, quand il y a eu... moi, je me souviens avoir eu des débats endiablés avec des supporters de En Marche qui étaient aussi des camarades associatifs LGBT, qui étaient complètement hypnotisés par le truc et qui, oui, passaient à l'as le fait qu'il y avait des déclarations fâcheuses, la France humiliée, j'en parlais, qui passaient à l'as Geneviève de Fontenay, etc. La réalité aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que quand pendant une campagne, on n'est pas clair, eh ben, pendant l'exercice du pouvoir, on l'est encore moins. Antoine ? Oui, moi non plus, j'ai pas de recette miracle, mais je voudrais juste rappeler et saluer le travail de l'AJL, l'association des journalistes lesbiens, gays, bi, trans, qui s'est constituée justement, si mes souvenirs sont bons, pendant cette période délirante de 2013 et qui reprend un petit peu le flambeau aujourd'hui, mais qui est quand même très peu connu, très peu soutenu. Et donc, voilà, tout simplement, soutenons leur travail, aidons-les, voilà. Pourquoi d'après vous, oui. Pardon. Cyril, pardon. Et puisque tu parles de presse, c'est très intéressant, parce que où elle est la presse LGBT aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Qui sont les journalistes qui portent éventuellement une parole qui irait dans ce sens de défendre nos valeurs? Il en reste rien, ou pas grand-chose. Ouais. Qui, pardon? Oui, c'est très, très peu, parce que comme tu dis, peu de gens les connaissent, la JL. Et voilà, il y a un combat à mener qui est vraiment très, très important. Et d'après vous, pourquoi cette reculade en fait, du gouvernement, du chef de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quelque part à un retour de la Manif pour tous quelque part et que... Je crois pas qu'ils n'ont pas du tout une crainte de la Manif pour tous. Moi, mon analyse, c'est juste je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron veut faire plaisir un peu à tout le monde. Il n'ose pas prendre de décisions tranchées. Donc même, il se rappelle qu'il avait vaguement fait une promesse, mais il n'a pas non plus envie de se mettre tous les gens un peu... il a vu ce que représentaient en termes de nombre les opposants au mariage. Et voilà, je pense qu'ils sont tous un peu lâches, comme ils l'étaient déjà à l'époque du mariage. Là, la lâcheté s'exprime à nouveau. Je ne parle pas de lui personnellement, parce que je pense que lui, il était plutôt favorable, mais plutôt des gens qui l'entourent. Nicolas ? Oui, c'est un mal français aussi. Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Allemagne,
On a un moment, on apprend que voilà, l'Allemagne légalise le mariage pour tous. Bon, ça se passe en 2 heures de débat parlementaire. Idem en Angleterre. Un beau jour, David Cameron se réveille et puis il se dit tiens, on va faire le mariage pour tous les couples. On est dans un pays où ce genre de choses doit nécessairement être une espèce de grand barouf pseudo-citoyen, pseudo-médiatique, etc. Enfin, je veux dire, il s'agit d'un truc qui... C'est pas que ça nécessite pas de débat, mais il y a un lieu de débat en France, c'est le Parlement. Et donc les débats, ils ont lieu au Parlement. Il n'y a pas besoin de sonner les cathos intégristes pour savoir si on a le droit de baiser, si on a le droit de s'aimer, et éventuellement si on a le droit de faire des gosses. Ouais, très juste. Jérôme, et pour finir, Antoine. Oui, non, juste, je vais en parler tout à l'heure parce que cette phrase, ce problème a surgi ce matin. En fait, ça viendrait peut-être de la, comment on appelle ça, de l'éducation. Il faut apprendre à connaître l'autre et nous avons encore beaucoup d'homophobie en France. Faut pas se leurrer, quand on regarde un footballeur, on lui apprend bien que vaut mieux pas quand il arrive dans les vestiaires, c'est attention, on n'aime pas les homos. Donc il y a encore beaucoup d'homophobie. Enfin, je dis ça entre guillemets. Il y a beaucoup d'homophobie encore en France. Et déjà, je pense que pour arriver à la PMA, il faut déjà vaincre l'homophobie. C'est-à-dire vraiment à connaître l'autre. Celui qui ouvre les yeux, celui qui ouvre son cœur, celui qui apprend à connaître l'autre, il aura le droit de juger. Comme disait Gainsbourg, avant de détester, il faut d'abord aimer la personne. Voilà. Oui, enfin, si je peux intervenir juste 2 secondes. Non, mais les sondages ont bien montré que les Français je crois que c'est 64% sont tout à fait favorables à la PMA. Donc c'est vraiment, moi je ne comprends pas qu'on donne ce pouvoir à cette minorité qui est vraiment, qui ne représente rien, quoi, et enfin qui n'est pas du tout représentative du reste de la société. Donc, Et les médias, donc, ils sont pour quelque chose, comme tu disais. Ah bah oui, je crois qu'ils sont complètement... Les médias sont complètement responsables de ça. On laisse trop faire, c'est insupportable. Comment se fait-il que des personnages aient émergé dans l'opposition au mariage et pas dans les gens qui étaient pour ? Et au-delà de ça, j'ai envie de dire une chose sur la PMA, et j'en aurais fini après parce qu'il faut avancer, c'est que ça concerne absolument tous les LGBT, les gays, y compris les gays en premier. On parle d'égalité des droits entre les citoyens. On n'est pas en train de faire un truc pour les lesbiennes, etc. C'est pour tout le monde. Et tout le monde doit se soulever, pas seulement les personnes concernées. Mais toutes les femmes aussi, en plus. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Mais là, en plus, on est doublement. Enfin, c'est quand tu es femme et lesbienne, finalement, tu es une double minorité, ce que tu ne devrais pas être en tant que femme, quand même. Mais voilà, bon. Antoine. Non, mais finalement, le dernier mot, Isabelle, c'est très bien. Ouais. Isabelle, il va falloir qu'on organise avec nos amis de Gouinement Lundi une émission spéciale autour du sujet. Certainement, ça va être abordé par elle. Ouais. Oui, sûrement, j'imagine. Merci pour ce débat intéressant. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Retour pour les 20 dernières minutes de l'émission. Pour tout vous dire, pendant la pause musicale, le débat a continué sur la PMA. Ça fait vraiment réagir et tous les garçons autour de moi sont remontés. Mais on va détendre l'atmosphère pour parler vestiaire, sport dans Plus gai la vie avec Antoine. Merci. Oui, alors je ne suis pas sûr qu'on va beaucoup détendre, mais on va essayer un petit peu. Donc la question, c'est comme je pensais qu'on allait parler un peu de sport LGBT, même si Jérôme parle après moi, c'est en fait la question que beaucoup se posent. Mais dans le sport gay et lesbien, que se passe-t-il vraiment dans les vestiaires ? Donc c'est une question absolument fondamentale. Vraiment, je pense que je vois déjà un petit peu une pointe d'excitation dans tous vos yeux. Peut-être un soupçon de voyeurisme ? Une imagination galopante, je vois des sourires. Oui, Cyril, un peu. Rien de mal à ça, vous me direz, mais c'est révélateur. Parce que l'équation, pour la plupart des gens, et donc un petit peu pour vous aussi, désolé de vous le dire, c'est simple. Ça veut dire qu'on est en train de parler de sport, mais comme on affiche le côté gay, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, en fait, tout le monde pense sexe. Je vous assure, pour beaucoup, ça se ramène à ça. Et d'ailleurs, sans doute pour beaucoup d'auditrices, auditeurs. C'est-à-dire, la question est formulée, en fait, on n'ose pas trop, mais en fait, c'est « mais donc, ça baise dans les vestiaires ?» Forcément. Parfois, c'est dit avec un tout petit peu plus de tact ou avec une vraie curiosité, peut-être un peu naïve.
Jérôme me comprendra, mais le sport, ça n'a rien à voir avec le sexe. Alors ça sert à quoi votre club gay? Alors je vais vous donner 3 petites réponses rapides, promis. Premièrement, le sport a tout à voir avec le sexe, surtout quand c'est hétérosexuel. Et je suis extrêmement sérieux. Le sport, c'est la construction sociale et la reproduction de la force physique, en particulier de la masculinité. C'est la mise en compétition des corps et c'est un des outils majeurs de la séduction des corps. C'est aussi, dans la plupart des sports collectifs et individuels, la séparation des sexes. Et c'est aussi la séparation des lieux sportifs. Bref, c'est un outil majeur que les sociétés utilisent pour formater, contrôler, divertir. Et c'est aussi un outil majeur de célébration de l'hétérosexualité. Ça a tout à voir avec le sexe. Deuxième petite réponse. Chers auditeurs, chères auditrices, si on vous pose cette question sur le sport gay et le sexe, essayez, même si c'est difficile, de faire comprendre à ces personnes qui vous interrogent qu'être gay, ce n'est pas seulement faire du sexe. Et oui, incroyable, non? Mais en fait, dire sport gay égale sexe, ce n'est pas que un raccourci de langage ou une imagination frustrée qui tout à coup se régale. C'est une violence réductrice qui annihile certaines choses, certes un peu mineures, comme par exemple la capacité d'aimer, de construire des choses avec une autre personne, etc. Bref, ne confondez pas orientation sexuelle et baiser. On peut être réticent envers les regroupements communautaires, on peut, pas de problème, mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est du sport entre personnes de la même orientation sexuelle, comme il y a du sport entre personnes de la même classe sociale, ou des compétitions entre quartiers d'une même ville, ou du sport senior, ou au sein d'une organisation professionnelle, comme les pompiers ou les médecins, etc. Ceci étant, et vous l'attendiez quand même, et ce sera ma 3e réponse, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais tout vous dévoiler. Et aller droit au cul, d'ailleurs, comme dirait un de mes anciens amis, qui d'ailleurs en parlait beaucoup et en faisait très peu, sauf tout seul. Bref, oui, dans les vestiaires des clubs gays, je vais me limiter aussi aux garçons parce que je me sens quand même moins légitime pour parler des vestiaires des clubs féminins ou lesbiens, mais je pourrais mener mon enquête si tu veux, Isabelle, promis. En tout cas, dans les vestiaires des clubs gays, bah oui, on parle de sexe. Oui, il y a de la séduction, et oui, on se mate parfois sous les douches. Et d'ailleurs, oui aussi, il y a parfois peut-être quelques moments qu'on pourra juger inopportuns, et sûrement aussi occasionnellement un peu plus qu'un regard. Moi, je ne sais pas, bien sûr, parce que je suis pur comme de la neige parisienne sur la rue de Rivoli. Ah oui? Mais au risque de vous décevoir, je crois pas vraiment que ça soit très différent des vestiaires des clubs traditionnels. Et oui, ça paraît incroyable, je sais, mais dans les vestiaires des clubs traditionnels, par exemple, dans une équipe de foot masculin, hétéro, ça parle de nana. C'est fou, non? Et ça fait des blagues de cul. Et ça commente la taille de la bite. Et ça claque les fesses. Je sais pas s'il y a du sexe, peut-être, d'ailleurs, ça bandouille peut-être de temps en temps. Bon, voilà. Bon, désolé pour votre imagination, mais dans les clubs gays, non, le sexe, ça se fait plutôt en dehors des vestiaires. En réalité, la différence que je vois dans les vestiaires des clubs sportifs gays, c'est peut-être un petit peu moins de faux semblants, peut-être un peu plus de laisser-aller et d'ordinaire. J'irais même jusqu'à dire, je ne sais pas si Nicolas sera d'accord, qu'il y a une autorisation de plus d'ordinaire, de plus de varié, de plus de différent, jusque dans la conversation sexuelle et le spectacle des corps. Dans les vestiaires sportifs traditionnels, la règle est plus l'accomplissement de la norme sociale et la mise à l'écart des corps différents et des comportements perçus comme déviants, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure. Si on est homo, c'est quand même pas tout à fait génial quand même dans la plupart de ces vestiaires-là. Alors que là où le vestiaire du club hétéro est un lieu de sélection et donc de compétition du corps le plus beau, le plus athlétique, le plus performant, etc., le vestiaire du club gay est peut-être un espace un peu plus de l'ordinaire. Je me demande d'ailleurs si la violence normative, qui est quand même présente aussi chez les gays, n'est pas plus marquée à l'extérieur dans la rue que dans les vestiaires où tout le monde est à nu. C'est peut-être une conclusion à laquelle vous ne vous attendiez pas. En Gender Studies, on appelle ça la performance sociale de l'hétérosexualité. Mais en fait, parfois, les gays ont peut-être juste la chance de pouvoir être un peu plus ordinaires que les hétérosexuels. Alors, ordinaire, moi, je pourrais dire que j'ai vécu vraiment dans les deux milieux. J'ai fréquenté les clubs gays et les clubs hétéros. Je peux vous dire que les clubs gays sont la plupart du temps assez gentils. Moi, dans les clubs hétéros, j'ai souvent vu des mecs hétéros soi-disant se bagarrer, se toucher, même se pisser dessus. Et en gros, ils cherchaient vraiment le contact qui m'excitait, moi, de l'extérieur, quelque part. Pour vous dire qu'il s'en passe aussi
les hétéros. Merci Antoine. Oui. J'ai eu l'occasion d'être dans un club d'athlètes. Ouais. Et c'est vrai que dans les vestiaires, de toute façon, on se mate. Hein, c'est courant. De toute façon, dans tous les vestiaires, c'est ça. Ouais. On se regarde, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Enfin, Merci Antoine. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. En ligne, nous avons Christine de Violette & Co qui intervient pour la première fois de la saison. Bonsoir Christine. Bonsoir Brahim. Comment va Catherine, ça va ? Ça va, oui. Alors ce soir, tu vas nous parler d'un livre de Christophe Honoré, mon père. Oui, alors je voulais d'abord dire que, il y a eu la rentrée littéraire, hein, on ne s'est pas parlé depuis, je ne sais plus, le mois de juin. Depuis 3-4 mois, oui, effectivement. Voilà. Et il y a eu la rentrée littéraire et il y a quelque chose d'un petit peu marquant dans cette rentrée, en tout cas pour nous, c'est qu'il y a plusieurs livres qui parlent de trans, en fait, et de manière assez différente, d'ailleurs, très différente les uns des autres, pour chaque livre. Et c'est suffisamment remarquable parce que je pense qu'il y en a 4 ou 5 en fait. Donc voilà, je voulais te souligner. Il y a Point cardinal de Léonore de Récondo, il y a L'été infini de Madame Nielsen qui est danoise, il y a Les buveurs de lumière de Jenny Fagan qui est écossaise, et puis Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier qui est un petit peu différent, c'est pas tout à fait des trans, mais elle part de ce qu'on a appelé les vierges jurées, c'est-à-dire je crois que c'était je sais plus, mais en tout cas en Europe de l'Est, des femmes qui sont élevées comme des garçons. Voilà, donc elle a pris 2 personnages et qui se rencontrent à un moment donné, 2 personnages qui ont des trajectoires de vie très très différentes. Et voilà, donc j'avais envie de parler de ça. De parler de cette rentrée. Du livre de Christophe Honoré. Christophe Honoré qu'on reçoit jeudi prochain, qui va venir à la librairie présenter son roman Ton père, qui est publié au Mercure de France dans la collection Traits et Portraits. C'est une collection qui demande à des écrivains d'écrire sur eux et sur elles. On avait reçu Chantal Akerman à une époque pour parler d'eux. Et cette collection aussi est ponctuée de photos. Et c'est une collection animée par Colette Felouz et qu'on aime bien, il y a vraiment des très bons textes. Alors, Christophe Honoré, je pense que tout le monde le connaît surtout comme cinéaste, mais il a commencé comme écrivain. Il a écrit aussi et mis en scène des pièces de théâtre. Il a écrit beaucoup pour la jeunesse et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas publié un roman. En fait, on l'a reçu en 2005, donc pas très longtemps après le début de la librairie. On l'avait reçu pour un livre qui s'appelait Le livre pour enfants, qui n'était pas un livre pour enfants d'ailleurs. Et donc, ça faisait quelques années, un certain nombre d'années, qu'il n'avait pas publié de livre pour adultes. Et donc là, il revient avec un livre qui s'appelle Ton père. De même que le livre pour enfants n'est pas un livre pour enfants, et Ton père n'est pas un livre adressé à sa fille, comme il le dit souvent en interview. Parce que Christophe Honoré est gay et père. Oui, il est gay, oui, depuis très longtemps. Depuis toujours, je sais pas. Il parle de lui, d'ailleurs, dans ce livre. Il parle pas simplement le fait d'être gay et père. Il a une fille, au moment où il écrivait ce livre, une fille qui avait une dizaine d'années. Et un jour, il a trouvé un mot punaisé plutôt c'est sa fille qui a trouvé un mot punaisé sur sa porte qui disait « Guerre et paix contre pétrie douteuse ». Voilà. Donc, il est parti de ça. Il y a eu d'autres choses après. Et ça a comme bouleversé, ou en tout cas, ça l'a fait réfléchir. Ça lui a donné envie d'écrire, en tout cas.
puisque ça faisait plusieurs années qu'il écrivait sur un roman qu'il n'arrivait pas à aboutir. Et là, ça a été comme un déclencheur pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, en fait, non seulement d'être gay, mais aussi la paternité gay. Oui. Mais il ne parle pas que de ça. Il parle beaucoup aussi de sa jeunesse. Il parle beaucoup aussi de l'héritage des artistes qui ont été très importants pour lui. Robert Mapplethorpe, Hervé Guibert, Serge Danet, voilà, plein d'autres, dont on voit les photos d'ailleurs dans le livre, et qui tous sont morts du sida. Donc une espèce d'héritage qu'il n'a pas pu, je veux dire, qu'il n'a pas été accompli jusqu'au bout, puisqu'il n'a jamais rencontré aucune de ces personnes dont il a lu les livres ou d'autres dont il a vu les films et qui ont forgé en fait sa jeunesse, qui l'ont forgé comme personne en fait, voilà. Donc, il va parler à la fois de cette espèce d'enquête qu'il va faire pour savoir qui a mis ce mot sur sa porte et qui après fait d'autres choses d'ailleurs, même pire. Et il va s'interroger lui-même sur alors, il y a la Manif pour tous aussi qui a déclenché des choses chez lui, déclenché une réflexion. Mais il va s'interroger sur, bon d'accord, on admet les gays maintenant, bon d'accord, mais pas s'ils sont pères. Alors, pour les lesbiennes, c'est peut-être un petit peu différent, quoique, on le voit avec le débat sur la PMA. Oui, en ce moment. Oui. Mais en tout cas, pour les gays, tout de suite, il y a le soupçon de pédophilie. Oui. Et donc, il va s'interroger là-dessus. Il va s'interroger aussi sur la communauté gay qui, finalement, quand on est gay et père, est-ce qu'on n'est pas un petit peu collabo ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne rentre pas un peu dans la norme de l'hétéronormativité, l'hétérosexualité, voilà, les Noëls en famille, les réunions de parents d'élèves, voilà. Donc tout ça, ça forme une espèce de patchwork comme ça, de chapitres qui va aborder un petit peu tout ça de manière assez sincère. On sent de la vulnérabilité, de la colère, des contradictions aussi, quelquefois des contradictions avouées. Il y a aussi le rôle des artistes. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui est dans un style très enlevé. Il va parler aussi de lui comme cinéaste. Il a parlé de sa fille un petit peu, même si ce livre ne lui est pas adressé, mais est adressé à qui ? À lui-même aussi, puisqu'il y a son propre rapport avec son père aussi, son père qui est mort quand lui avait 16 ans. Et voilà, donc c'est un il intervient livre, donc, pardon, il intervient jeudi alors. Hein, alors, il vient souhaitent, jeudi à la librairie Violette & Co, ouais. donc à 19h. Pour parler de ce livre, avoir un échange avec ceux et celles qui l'ont lu, ou en tout cas moi je pose toujours des questions quand on anime des rencontres, bien sûr. Tu nous rappelles, pardon, pour ceux qui nous écoutent, l'adresse, pour ceux qui souhaitent justement... Alors, donc la librairie Violette & Co, c'est 102 rue de Charonne, dans le 11e, près du métro Charonne. Et voilà. Oui. Ah oui, je voulais aussi, si j'ai encore 2 minutes. Oui, un peu moins de 2 minutes parce qu'on a... 1 minute, oui. D'accord. Alors, comme la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être sans doute début novembre, tout début novembre, le 2, 3, 4 et 5 novembre, il y a le festival Cinéfable, oui. Qui est, je pense, la 29e édition, et on tient un stand où il y aura plusieurs signatures, dont Elisabeth Lebovici pour Ce que le sida m'a fait, Lou Vernet pour un polar,
Un trop grand silence. Il y a aussi Emmanuel Favier, que j'ai cité tout à l'heure, Le courage qu'il faut aux rivières, chez Albin Michel. Et puis Valérie Ménadier, qui a publié un roman érotique, poétique, Divin danger, voilà. Donc tout ça, on pourra le retrouver très bientôt sur notre site. Et pour le programme du festival, c'est Cinéfable, avec 2 F. Voilà. Merci Christine, merci et à toi, Brahim. au mois prochain et rendez-vous donc jeudi à 19h dans ta librairie pour rencontrer Christophe Honoré pour son livre Mon père. Merci. Ton père. Ton père, pardon. Je pensais à mon père en fait, c'est pour ça. Oui. À très vite. Merci. Au revoir. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. C'est pratiquement fini pour ce soir, mais tout de suite, je vais laisser la parole à notre ami Jérôme qui va nous parler de la conférence de presse de Paris, des Gay Games qui a eu lieu ce matin. Exactement, parce que dans 2h30, on sera exactement à 300 jours du début de Paris 2018, les Gay Games, 10e édition. Alors ce matin, beaucoup de monde s'était déplacé pour lancer le compte à rebours des Gay Games. Parmi les personnalités, on citera Laura Flessel, Marlène Schiappa, Anne Hidalgo, Patrick Caram, Lilian Thuram, et puis bien sûr nos invités de la semaine dernière, Pascal Rintaud et Emmanuel Picot, les coprésidents des Gay Games. La joie de se retrouver pour ce jour J, moins 300 du début des Gay Games, a donné lieu tout d'abord à des remerciements, qu'ils soient envers les parrains et marraines, les partenaires institutionnels, les partenaires privés, les médias, mais aussi les bénévoles, qui sont pour l'instant plus de 800. Bref, toutes celles et ceux qui mettent la main à la pâte. Pascal Rintaud, coprésidente des Gay Games, je l'ai dit, l'a dit. Il nous reste 300 jours pour en faire un succès. Nous sommes plus que jamais motivés pour aller au bout. Fin de citation. Les valeurs humanistes sont au cœur de nos jeux. Ça, c'est revenu beaucoup. Il faut rappeler que l'OMS, tu le disais Nico, l'Organisation mondiale pour la santé, n'a arrêté de considérer les LGBTQI comme des malades qu'en 1992. Et ça, c'est à noter. C'est pas si loin. Fort heureusement, je cite, depuis 1982, les choses changent, mais il reste encore beaucoup à faire. Fin de citation. Les Gay Games sont, je les cite, des jeux militants nécessaires et indispensables pour inclure tous les êtres humains. Pascal Rintaud a rappelé que ce mot « inclure » signifie que chacun trouve sa place. Les Gay Games sont plus que des jeux, c'est une fête. Tout le monde veut se dépasser, et se dépasser, ça signifie surtout donner le meilleur de soi. Alors, Manuel Picot, coprésident des Gay Games, l'a redit à son tour. Je le cite, « Nous nous inscrivons dans le combat contre la discrimination ». Et alors, un soutien de poids a tenu à porter sa pierre à l'édifice. Ces Gay Games, ce moment inoubliable qu'on pourra vivre du 1er au 12 août prochain en région Île-de-France, mais aussi au Havre, en Seine-Maritime, sera sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. Économiquement et écologiquement responsables, les Gay Games vont participer à la mise en lumière de la ville de Paris, de la région, mais aussi du pays. Cette manifestation rassemble déjà des partenaires institutionnels ou privés, mais pas encore assez. Comme l'a souligné le coprésident Manuel Picot, il est encore possible de monter dans le bateau. Si vous êtes intéressé, venez, il n'y a aucun souci, on vous accueillera avec plaisir. Pour finir, Brahim, oui, j'ai encore des choses, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a les parrains. Lilian Thuram, par exemple, il y a 15 parrains et marraines qui soutiennent les Gay Games. Parmi eux, Isabelle Lamour, mais aussi Riyad Salem, triple champion d'Europe, qu'on retrouvera en film tout à l'heure. Triple champion d'Europe de basket fauteuil, dirigeant d'un club handisport, mais aussi Lilian Thuram qui était présent ce matin. Alors, notre footballeur champion du monde a mis en évidence le fait que le sport est un vecteur pour créer des liens. Son combat contre le racisme et toute discrimination fait partie de son parcours professionnel, se rappelant que tous les jeunes footballeurs de l'époque, ils grandissaient dans une culture homophobe. Pour Lilian Thuram, on peut changer et provoquer une révolution, à l'instar des Black Panthers qui disaient que les plus grands révolutionnaires sont des homosexuels étant obligés de penser à leur situation. Merci, c'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été court. Alors, le plus de mon micro en vidéo sur YouTube après donc l'émission. Vous pourrez donc voir des extraits de la conférence de presse. C'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. À très vite. Au revoir. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Homo Micro.
reste 300 jours. 300 jours pour faire de ces Jeux un succès. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Et nous sommes plus que jamais mobilisés. Alors pourquoi des Gay Games ? Les Gay Games, ce sont des jeux pour chacune et chacun d'entre nous. Quelles que soient nos origines, nos parcours, nos identités, nos idées et nos rêves, parce que nous aimons le sport et la culture, parce que nous portons des valeurs, parce que nous croyons profondément que le sport et la culture permettent de faire évoluer les regards, permettent de lutter contre les discriminations et de changer la société. Les valeurs humanistes sont au cœur de notre projet. Les Gay Games ne sont pas des jeux comme les autres. Nos jeux s'inscrivent dans un long combat contre les discriminations et pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Les Gay Games sont donc un événement unique d'envergure internationale. Ils se dérouleront du 4 au 12 août 2018 à Paris, en région Île-de-France et au Havre. Un programme de 10 jours pour 15 000 participants venus de 70 pays, de plus de 300 000 spectateurs, 36 sports, 150 compétitions, 14 événements culturels, 3 cycles de conférences et des événements pendant toute une semaine. Les Gay Games ont été obtenus il y a 5 ans. Tu te souviens, Laura ? Nous sommes très heureux aujourd'hui que Paris ait été choisi pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je salue d'ailleurs, mais je ne l'ai point encore vu, Jean-Philippe Gatien et Monsieur Denis Masseglia, président du CNOSF. Comme nous nous inscrivons dans le combat contre les discriminations dans le sport et pour la promotion du sport pour tous les publics, nous travaillerons avec Paris 2024 pour porter encore plus loin nos valeurs de diversité, respect, égalité, solidarité et partage. Pour dire la vérité, il y a quelque chose qui était très important pour moi aussi, ça signifiait un parcours personnel. Un parcours personnel, pourquoi ? Parce que moi, je suis né aux Antilles en 1972. Je suis un garçon, comme vous le notez. Donc, j'ai grandi dans une culture extrêmement homophobe. Et pour moi, c'était très important aussi de dire, voilà, qu'on peut changer. Et que si je peux changer, c'est parce que j'ai compris aussi certaines choses. J'ai compris ma culture, j'ai compris qu'effectivement, il fallait construire l'égalité, qu'il ne fallait pas juger les gens sur leur sexualité. Et en lisant certains livres, certains Black Panthers disaient que les plus grands révolutionnaires, c'était les personnes homosexuelles. Et j'ai pris du temps à comprendre pourquoi ils disaient ça. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous sommes là. Qui a pensé à faire des jeux où on pouvait venir comme on était, sans jugement? Parce qu'en règle générale, lorsque vous allez faire une compétition, on vous demande certains temps, tout le monde ne peut pas participer, certaines aptitudes, et on élimine certaines personnes. Donc je pense que ce n'est pas un hasard que nous soyons aujourd'hui à essayer de faire changer la société. Et la personne qui a eu cette idée, c'est une personne homosexuelle. Parce que, effectivement, ce sont des révolutionnaires et ils sont obligés à penser l'égalité. Parce qu'en règle générale, lorsque vous êtes discriminé, vous savez que la société est injuste. Et je trouve que c'est un merveilleux moment. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de participants. Et peut-être, j'ai dit peut-être que je vais participer. D'après vous, les Gay Games vont être un modèle pour justement permettre aux compétitions internationales à venir à prendre un exemple et à se reposer sur tout ce qui concerne le message qui est passé aux Gay Games? Écoutez, moi je ne suis pas sûr que ça va faire changer les autres compétitions qui existent dans nos sociétés. Je pense que par contre ça peut faire changer notre société par un questionnement, par une visibilité et dire aux gens voilà peut-être que nous devons nous regarder différemment, nous devons nous regarder avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'égalité et nous devons arrêter de juger les gens par rapport à leur couleur de peau, à leur sexualité, à leur religion. Je pense que ça nous permet de réfléchir et ces moments-là sont plus
plus qu'important en fait, pour notamment éduquer les jeunes générations. Beaucoup d'athlètes sportifs osent parler d'homosexualité en fin de carrière, après leur carrière. Est-ce qu'il y a une explication à ça? L'explication est assez simple quand même, c'est-à-dire que encore aujourd'hui nous vivons dans des sociétés où l'homosexualité n'est pas bien acceptée. Donc voilà pourquoi. Et voilà pourquoi il faut en parler, voilà pourquoi il faut des jeux où tout le monde peut venir, et peu importe sa sexualité, sa couleur de peau, pour justement construire l'égalité. Parce qu'encore une fois, vous rejetez des gens parfois simplement par rapport à votre propre culture. Et tout à l'heure, je le disais, moi-même, j'ai grandi dans une société extrêmement homophobe, donc j'avais des idées très négatives sur l'homosexualité, jusqu'à temps où j'ai grandi et j'ai compris que ça n'avait pas de sens. Et donc voilà pourquoi il faut faire des événements pour dire aux gens, voilà, ça n'a pas de sens, questionnez-vous, et parfois vous allez voir que c'est votre éducation, vos habitudes qui vous emmènent à rejeter des gens, et donc il faut changer ces habitudes. Merci à vous. De rien. Pourquoi la région Île-de-France, pourquoi Valérie Pécresse a-t-elle choisi de soutenir les Gay Games? Pour une raison très simple. C'est pas parce que on exclut. Les Gay Games sont une manifestation d'ouverture. On peut participer et on entend les critiques de ceux qui disent on ne peut pas se plaindre d'être exclu et en même temps créer soi-même ses propres manifestations. Oui, mais il y a un sujet dans le sport. C'est la discrimination, c'est les violences faites aux personnes en raison de leur orientation sexuelle particulière. C'est la dernière zone grise du sport. Personne n'en parle. Quand je reçois le mouvement sportif, je salue la présence du président de la Fédération d'athlétisme ici, et puis du CNOSF, et puis du CROSIF que je vois face à moi, Evelyne Siriégi. Quand j'en parle au mouvement sportif francilien, quand j'en parle au président de Fédé, quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites contre l'homophobie? Et la réponse est, on n'a pas. La plupart du temps, on n'a pas d'homosexuels chez nous. On n'a pas d'homosexuels. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucun homosexuel qui fait du sport à haut niveau. Il y a un véritable sujet. Et pourquoi on a ce sujet? Parce qu'il y a une omerta. SOS Homophobie, qui reçoit 4 à 5 000 appels de signalement par an, ne reçoit que 5 à 6 appels. 5 à 6 dans le sport. Ça veut dire qu'il y a là un sujet pour lequel les pouvoirs publics doivent être extrêmement vigilants et pour lequel la région a apporté des réponses. Les raisons sont simples, c'est que plus le sport est réputé viril, et plus la discrimination est violente, et plus le silence est total. Alors, pourquoi Paris? Pour Paris, c'est une évidence, parce que c'est une terre de tolérance. Paris est une ville qui, maintenant, depuis longtemps, attire, fait venir des femmes et des hommes qui, parfois, ailleurs, sont discriminés. Discriminés au regard, notamment, de leur orientation sexuelle. Paris est une ville refuge. Une ville refuge qui a permis de créer aussi un cadre de tolérance, d'écoute, un cadre dans lequel ça n'est pas toujours facile, mais dans lequel il y a une mobilisation et un soutien des pouvoirs publics, de toutes les autorités, pour faire reconnaître les droits, et notamment les droits liés à l'orientation sexuelle de chacun. Et c'est parce que nous avons pu justement non seulement être cette ville refuge, cette ville d'accueil, cette ville de tolérance, que de là sont parties beaucoup d'initiatives. Des initiatives qui ont emprunté aussi au combat féministe. Parce que souvent, entre le mouvement contre l'homophobie et la lesbophobie est un mouvement qui s'est inspiré aussi des techniques, des attitudes, des combats féministes. Et c'est par ce combat-là que je suis venue, moi aussi, dans ce combat pour l'égalité en fonction de notre orientation sexuelle. Et du coup, nous sommes une ville qui est une ville créative. Je salue les valeurs qui sont prônées par Paris 2018, ou devrais-je dire par Paris 2018 mondiaux de la diversité, car l'une des valeurs que vous mettez en avant, c'est la diversité des participantes et des participants à travers la participation et l'inclusion de toutes et de tous, cela a été dit. Votre événement sera en effet ouvert à toutes et à tous, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité de genre, mais aussi leur âge, leur niveau, leur origine, leur état de santé. Vous avez donc engagé des efforts particuliers pour inclure lors de cette édition davantage de femmes, avec un objectif annoncé de 40%.
Et j'y suis, vous vous en doutez, particulièrement sensible, mais aussi de personnes plus jeunes, de personnes discriminées et de personnes issues des quartiers populaires, ce qui me touche évidemment également. En prenant le contre-pied de la conception sportive classique, mais aussi des stéréotypes, les Gay Games donnent une image positive de la diversité des orientations sexuelles et des différentes identités de genre. Ils offrent au monde l'exemple d'une communauté forte et unie, porteuse de valeurs d'ouverture, d'harmonie, de responsabilité et de solidarité. Plus qu'une compétition, cet événement est le symbole d'un état d'esprit et c'est ce qui m'a touchée. Initiés et portés par la communauté LGBT, les Gay Games promeuvent la tolérance et l'ouverture en s'adressant à tous qui se retrouvent dans ces valeurs de fraternité et de solidarité. Les préférences, l'origine, le handicap ne sont pas des critères d'exclusion. Tout comme le niveau et la performance ne sont disqualifiants pour participer. La seule chose qui est requise, c'est la passion du sport, c'est la volonté de partage. C'est avec cette vision que je souhaite lutter contre toutes les formes de discrimination dans le sport. La pratique sportive doit être ouverte à toutes et tous, peu importe les origines, l'orientation sexuelle, le sexe ou le handicap. J'ai fait de ce combat une priorité et c'est pour ça que j'ai tenu à le signaler très clairement en l'inscrivant dans ma feuille de route qui sera le fil conducteur de la politique que je mènerai à la tête de ce ministère des Sports. Les grands principes, les déclarations ne suffisent pas. Il faut des actes, il faut que les choses changent. La promotion du sport féminin, la lutte contre le racisme, celle pour l'inclusion des jeunes en situation de handicap, à l'instar de la lutte contre l'homophobie, sont des combats que j'ai portés en tant que sportive, en tant que citoyenne, en tant que femme, et que je porterai aujourd'hui, comme demain, en tant que ministre. Avec les Gay Games, est-ce que vous pensez que ce sera la fin de toutes les discriminations dans le sport en France? La fin, je dirais que ce sera un outil pour permettre à changer les idées. Je dirais la transformation se fera au quotidien. C'est un outil pédagogique, c'est une prise de conscience au quotidien. Donc du coup, les Gay Games vont permettre de réfléchir, d'anticiper et de valoriser les bonnes actions. Cette manifestation, c'est une manifestation ouverte à tout le monde et pour tous. Donc déjà, le premier pas, c'est de s'interroger. Le deuxième pas, c'est de participer. Handicap et homosexualité, c'est aussi le même combat. C'est le combat de la différence, c'est le combat de la singularité, c'est le combat de pouvoir être soi-même sans avoir honte, sans se sentir discriminé, sans avoir à se cacher pour vivre. Voilà, donc oui, c'est les mêmes combats. Pourquoi aujourd'hui soutenir les Gay Games et le projet? Parce que ça a toujours été dans ma philosophie. J'avais dans l'association, on avait notre signature qui était le droit à la différence contre la différence. Et quand on a créé notre premier festival, c'était venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances. Et le but du jeu, c'est un combat de tous les jours, de pouvoir en même temps faire comprendre aux gens que la norme, c'est la différence. Et quand on aura intégré ça dans nos cultures et nos mentalités, alors on pourra vivre en paix et ne pas avoir peur de se balader dans la rue parce qu'on est homo, parce qu'on est handicapé, parce qu'on est de telle religion. Quel message vous avez à passer aux personnes qui pensent que les Gay Games sont encore une fois un événement ghetto? Mais des fois, je pense qu'il faut pas amalgamer le ghetto et un événement d'une communauté. Le communautarisme, ça crée du ghetto. La communauté, c'est une identité, c'est une réalité. Et si on accepte qu'on fait partie d'une communauté, ça n'empêche pas qu'on fait partie d'une dimension de communauté différente. Si on accepte cette spécificité, eh ben, quand vous allez aller dans un bar gay ou lesbien, si on ne vous interdit pas de rentrer, tout va bien. Là, les Gay Games, c'est une des rares compétitions au monde où on accueille même des gens qui ne sont pas sportifs. Donc je ne vois pas comment on peut appeler ça un événement ghetto. Sauf que c'est un événement qui met l'accent sur cette spécificité. Merci Riyad. De rien. Alors qu'est-ce que vous pensez des Gay Games que vous soutenez et quel message vous voulez passer au monde sportif en général? Écoutez, c'est la diversité. Moi, c'est le mot que je retiens. Je crois que nous sommes, Comité olympique de la région, ouverts à tous les publics, à tous les âges de la vie. Et je crois que ces mondiaux des Gay Games, c'est ouvert à tous et c'est ça qui me séduit le plus, c'est que justement tout le monde peut faire du sport. Je crois que c'est le vecteur qui permet à tous de pouvoir
connaître l'ensemble de la population francilienne, voire au-delà même de la l'Île-de-France. Avant de vivre les Gay Games, j'imagine que vous faites un travail déjà sur le terrain pour lutter contre l'homophobie et tout type de discrimination. Comment se fait ce travail-là? C'est vrai qu'au Comité olympique, on a cet axe fort de lutter justement contre l'homophobie et contre toute forme de discrimination. On a mis en place des actions concrètes. On a plutôt été axé sur le développement de la pratique féminine, notamment dans les quartiers populaires, où justement on n'avait pas l'occasion de faire du sport. Mais là, cette année, on met l'accent plus sur l'homophobie, puisque nous sommes partenaires des Gay Games et que nous allons justement mettre en relation des personnes qui justement sont encore fragilisées, encore mis un petit peu à l'écart. Et on veut toucher la jeunesse parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'ensemble des valeurs que nous portons, et ces opérations vont être mises en place dès le mois prochain et au cours de toute l'année 2017-2018, puisqu'on travaille en saison sportive. Mais bien au-delà de ça, on voudrait vraiment que ce soit quelque chose qui soit ancré dans cette jeunesse qui est tout à fait ouverte aux différentes préoccupations des uns et des autres, peut-être plus que les anciens. Donc nous sommes vraiment sur le futur et sur l'avenir de cette transformation plus psychologique que finalement autre que d'un autre système. Vous allez communiquer avec les comités sportifs, les associations sportives pour les faire venir justement et pour qu'ils participent. Alors voilà, nous on va travailler avec les villes, puisque c'est quand même là où il y a justement le terrain de la jeunesse. Travailler aussi avec l'éducation nationale, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de jeunes qui sont marginalisés dans les écoles et nous sommes très enclins justement à faire cette passation. Et puis bien évidemment avec tous les comités régionaux qui eux-mêmes se déclinent en comités départementaux et en clubs et en associations locales, justement pour que l'ensemble de cette population encore marginalisée soit complètement associée à l'ensemble des possibilités qui leur sont offertes. Et puis évidemment, nous espérons aller vers 2024 avec cet élan magnifique qui va être 2018 Ligue Games et puis 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je crois que c'est vraiment l'enthousiasme qu'on veut donner à toute cette jeunesse, que tout le monde soit dans la fête. Il n'y a pas de discrimination possible pour nous, c'est vraiment le monde sportif ouvert à tous. Merci à vous, madame. Je vous en prie, merci. C'est bien que BNP Paribas s'affiche au Gay Games. C'est une première? Oui, c'est une première et nous sommes très très fiers de nous être engagés avec les Gay Games et Paris 2018 et ça fait suite à notre engagement en faveur du respect pour tous et notamment des LGBT ici en France. Est-ce que vous pensez que les Gay Games vont faire évoluer les mentalités une bonne fois pour toutes un peu partout en France en ce qui concerne les discriminations en général et l'homophobie? Alors une bonne fois pour toutes, je ne sais pas, j'aimerais bien y croire, mais je ne suis pas sûre. En revanche, faire bouger les lignes très certainement avec un événement festif, sportif et culturel ouvert à tous pour la première fois sur Paris avec des partenaires dont on n'a pas l'habitude forcément de voir sur cette thématique. Donc oui, j'espère vraiment qu'on va faire un pas et chaque pas est important, que chaque pas nous fait avancer dans le respect, dans l'inclusion et c'est essentiel, c'est pour un monde meilleur.